Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Pour ce nouvel épisode du Lunch Ride, on prend la direction des Vosges pour rencontrer un artisan à l'activité bouillonnante. Sous le toit d'une ancienne usine textile, on retrouve Léon, Sauvage et les premières traces d'un projet vertigineux, Léonard. On a discuté avec David Robert, le fondateur et concepteur de ces 3 marques. David nous parle de son parcours dans le monde du vélo, de sa passion pour les géométries et de comment, quand on est le plus gros des artisans et le plus petit des industriels, on fait face aux grands défis de l'industrie du cycle. Si vous n'êtes pas familier de ces 3 marques, sachez qu'il place le titane au cœur de la conception, avec des vélos sur mesure chez Léon et des séries chez Sauvage. Et pour ce qui est de Léonard, c'est un projet un peu fou qui entend imprimer en 3D à base de poudre de titane les liens qui viendront assembler et coller des tubes en carbone pour créer, d'après David Robert, l'expérience ultime. Rien que ça. On discute de beaucoup de choses avec David, des vélos qui ont marqué l'histoire de Léon, mais également les vélos qui n'ont jamais vu le jour. On parle de son succès, mais aussi des moments difficiles qu'il a connus. Enfin bref, on parle de tout, et si vous aimez les beaux objets, vous allez être servi. Alors on se trouve à Senones, une petite cité de caractère au milieu de nulle part dans les Vosges. Dans une ancienne usine. Dans une ancienne usine textile, puisqu'ici l'histoire est textile. Et en fait, on a acheté ce bâtiment il y a quelques mois. Donc normalement, c'est le déménagement ultime, puisqu'on a de la place. Il y a de la place, mais il y a déjà pas mal de choses dedans. Tu es le papa de 3 marques, donc les 3 marques que j'ai citées, mais qui ne sont pas les mêmes. La première, celle qu'on connaît le plus sur Vojo et dont on a le plus parlé depuis son lancement en 2016, c'est Léon, qui est donc une marque de vélo en titane, sur mesure, personnalisable. Tu m'arrêtes si je me trompe. C'est bien ça. Une marque qui, si je ne me trompe pas encore une fois, connaît un certain succès, et oui. Qui maintenant a une petite sœur. Oui. Un petit frère, oui. Je ne sais pas, qui s'appelle Sauvage. Qui s'appelle Sauvage et qui se concentre sur quoi ? Alors Sauvage, en fait, c'est une déclinaison de vélo de conception simple, mais pas simpliste, de vélos simples, c'est-à-dire sans suspension ou choses comme ça, avec des géométries très modernes. Ce sont des vélos de série. Donc en fait, on achète un vélo dans une configuration, selon la configuration que l'on souhaite, mais ce ne sont pas des choix de tubes pour chaque client ou des choix de configuration selon les souhaits de chaque client. Ce que tu vas faire avec Léon, qu'est-ce que tu as appris justement avec ces 5 premières années de Léon ? Alors Léon, c'était très facile à gérer jusqu'à il y a 1 an, avant ces histoires de pénurie, puisqu'en fait on crée des vélos sur mesure en fonction des souhaits de chaque client. On était monté une cadence assez élevée puisqu'on est allé jusqu'à 35 vélos par mois, donc pour du sur-mesure c'est beaucoup. En pas de gamme, tu as des VTT, oui. Semi-rigides, tout suspendu, des vélos de gravel et des vélos de route. C'est ça, exactement, avec une activité très répartie entre la partie route gravel et la partie VTT, puisqu'on a quand même un fort historique VTT. Grâce à Vojo notamment. Et donc en fait on a eu vraiment beaucoup de difficultés d'approvisionnement dès mars 2020, et donc il a été à ce moment-là le moment venu de se poser les bonnes questions et de dire vers quoi on va et qu'est-ce qui peut nous faire passer ce cap. Et donc en fait on a développé notre bébé qui existait déjà, qui était Sauvage, vers le vélo de série. Donc ça permettait de garantir des approvisionnements et des livraisons de vélos, et surtout la pérennité de l'entreprise, parce que avec Léon on travaillait à catalogue ouvert chez tous les fournisseurs et c'était extrêmement compliqué de s'approvisionner. Donc voilà, maintenant on guide un peu plus les clients chez Léon. On a diminué volontairement la cadence à 15-20 vélos par mois chez Léon, et Sauvage a pris le relais puisqu'on est entre 30 et 50 vélos par mois actuellement avec Sauvage. Donc la démarche n'est pas la même. Mais tu restes dans une niche, tu restes dans du vélo en titane, et tu restes dans une offre alternative à celle des grosses majors de l'industrie. Oui, quand on est arrivé, quand j'ai créé Léon, tout le monde m'avait dit le titane c'est mort. Donc c'était une vraie source de motivation pour attaquer le marché du titane. L'intervenant principal était Seven. Derrière, il y avait un constructeur français qui s'appelait Skyd. Et puis il y avait quasiment plus personne. Donc le marché du titane était complètement à l'arrêt, en stand-by. Donc on peut se targuer d'avoir relancé le marché du titane en tout cas, et avec une volonté forte, c'était d'être présent en compétition pour montrer que les vélos
marche, donc, et non plus avec cette connotation de vélo en titane souple qu'il y avait à l'époque. Voilà, donc on revenait avec une entité forte. Voilà pour... J'ai jamais trop roulé avec des vélos en titane, j'ai fait des petits sauts de puce. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, tu me conseillerais d'essayer un vélo en titane ? Parce que en fait, on utilise tout ce qu'il y a de bon dans le titane, c'est-à-dire que cette petite résilience naturelle, cette capacité à filtrer les vibrations, on fabrique selon les mêmes méthodes que des grands comme Seven, c'est-à-dire qu'on adapte les diamètres de tube en fonction du poids de la personne. Donc, ça permet d'avoir un vélo qui matche vraiment avec ta façon de rouler, ton poids, et on utilise 7 diamètres de tube différents. Donc il y a vraiment une différence flagrante entre chaque diamètre de tube. Donc on a, nous aussi, des géométries, et vous le savez chez Vojo, puisque l'essai de notre premier Semita à l'époque avait quand même bien interpellé. On pousse les géométries vraiment à l'extrême. Donc on utilise le titane que pour ses qualités de solidité, d'adaptabilité aussi au projet du client. Mais ça s'arrête là. Nous, l'idée, c'est de proposer des géométries toujours hyper osées et d'aller chercher et de croiser même les cultures et les pratiques pour chercher le meilleur de chaque chose. Là, par exemple, on vient de lancer un vélo d'ultra-distance qui est inspiré d'un vélo de triathlon longue distance, par exemple. D'accord. Et donc la personnalisation chez Léon, tu me le dis, ça passe par le choix des tubes, leur assemblage, ça passe par la géométrie également. Comment est-ce qu'on fait pour guider quelqu'un qui cherche un vélo sur mesure ? Est-ce que tout le monde sait exactement quelle géométrie sera la géométrie parfaite Non. En fait, nous, on a un questionnaire très complet, un peu rédhibitoire à compléter sur Internet, sur notre site Internet qui s'appelle Demande de devis. Et donc, en fait... Ça donne envie, en tout cas. Oui. Et donc, on pose des questions de pratique, on pose des questions morphologiques. Donc, il y a des codes simples à prendre, mais qui permettent de déterminer exactement les points d'appui et de les orienter en fonction du projet, de la souplesse du client. On demande aussi la souplesse. Donc il y a pas mal de choses à orienter et quand on a des questions, on n'hésite pas à les poser aux clients et il y a un vrai échange sur tous les projets, il y a un échange de toute façon. Et donc là, tu as la morphologie de ton client, mais j'imagine que savoir où ton client roule, quel est son passé sportif, c'est également quelque chose d'important à prendre en considération. On l'a dans le questionnaire. En fait, le questionnaire est très très complet puisque on lui demande évidemment son adresse. Donc évidemment, s'il habite à Fontainebleau ou à Annecy, on sait déjà que ça ne va pas être exactement le même type de projet. On demande des questions de pratique, de kilométrage, d'historique aussi, si le client était plutôt nageur, coureur, cycliste. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, notamment dans les groupes musculaires. Et puis après, on rentre dans le projet, c'est-à-dire le modèle souhaité par le client, le montage, éventuellement une peinture s'il veut une peinture. Voilà quoi. Donc tout ça, et le budget, bien entendu, puisque ça reste quand même le nerf de la guerre. Donc on fait en sorte que le projet rentre dans son budget. Ouais, tu l'as évoqué, il y a également de la peinture qui rentre, oui. Et on peut avoir un vélo absolument unique. Oui. Et est-ce que les premiers Léon que tu as fait il y a 5 ans ressemblent aux Léon d'aujourd'hui ? Alors non, parce que en fait, les géométries ont beaucoup évolué, notamment la période du Semita que je vous avais confié en test, où on tentait des géométries presque enduro sur des vélos de cross-country. Et donc ça, c'était un peu la révolution pour nous. Il y a des diamètres de roues qui ont changé également. Les diamètres de roues, mais nous, on a fait que du 29. Donc la question ne se pose pas. Mais c'est surtout les angles qui ont beaucoup changé en fait, des angles de selle qui se sont relevés sur tous les vélos, des longueurs de potence qui se sont réduites, des angles de direction qui sont nettement ouverts sur tous les vélos aussi. Donc cette radicalisation, et c'est beaucoup assagi la dernière année, on arrive quand même un peu à stabiliser tout ça sans rentrer dans des vélos compliqués à rouler, mais faciles d'accès, et on commence à se stabiliser un peu sur tous les types de vélos. Donc si je comprends bien, c'est toi qui travailles sur ces géométries, et j'ai évidemment des questions qui me brûlent les lèvres sur notre ami Léonard, qui est juste derrière pour les gens qui nous regardent en vidéo, mais avant je vais te poser des questions sur toi.
fait, Oui. David Robert. Tu es donc le papa de ces 3 marques. Et comment est-ce que tu te retrouves à créer ces vélos? Et est-ce que tu es ingénieur? Est-ce que tu es technicien? Et pourquoi est-ce que tu es arrivé ici à faire ça? Alors, j'ai bientôt 50 ans, donc j'ai déjà un peu bourlingué. J'ai commencé par être coureur. Je travaillais dans un magasin de vélo qui s'appelait Jean-Luc Metz, à Metz. Et donc, on a créé l'enseigne Véloland. Je suis allé vadrouiller chez Ferraroli pendant 2 ans. Donc, j'étais commercial chez Ferraroli. Ferraroli, pour ceux qui ne connaissent pas, voire la plus célèbre marque de cadre acier sur mesure en Suisse au début des années 90. Et là, j'ai été coureur Ferraroli aussi, donc en DH et en cross-country, puisqu'à l'époque, on pouvait faire les deux sans trop de problèmes, presque avec le même vélo d'ailleurs. Et donc, je me suis retrouvé après chez Gosport pendant quelques temps. Et puis, j'ai quitté l'univers du vélo et j'ai navigué dans la grande distribution pendant 17 ans. Quand j'ai arrêté la grande distribution, j'ai eu l'opportunité de revendre mon affaire et je voulais revenir dans le vélo. Et c'est là que je me suis acheté un Niner qui était presque inroulable. Et c'était les premiers 29 pouces. Et donc, j'ai participé à des compétitions locales. Et là, je me suis dit que le paysage était extrêmement appauvri parce qu'on voyait les mêmes vélos noirs partout, avec quelques stickers. Alors que moi, j'avais quitté le monde du vélo où on avait des vélos qui étaient proches du tuning, avec des pédaliers violets, des cadres de toutes origines, mais de beaux vélos. Et là, d'un seul coup, ça devenait extrêmement pauvre. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc là, le début de la démarche du vélo titane sur mesure, parce que je pense que le titane reste la solution pérenne. Et donc, Léon, je pense que beaucoup connaissent l'origine du nom. En fait, j'ai eu 2 filles, Julie et Ève. À chaque fois, si ça avait dû être des garçons, ça aurait dû être Léon. Et donc, comme on a décidé de ne pas remettre le couvert une 3e fois, Léon et 32 dents, 34 dents, 36 dents parfois. C'est ça. Donc, Léon est le garçon. Voilà. D'accord. Et tu as fait tes preuves maintenant, mais comment est-ce que tu es arrivé cette appétence pour les géométries, la conception, parce que c'est toute une histoire de compromis et il n'y a pas une seule recette qui marche pour tout le monde. Comment est-ce que tu es arrivé à cette finesse? Moi, c'est vraiment, c'est déjà ce qui me plaisait à l'époque chez Ferraroli, parce que je dessinais des cadres. Et donc, en fait, moi, la géométrie est une vraie passion. La géométrie et le comportement du vélo, c'est ce qui m'attire le plus, parce qu'on a l'opportunité de tester plein de solutions ici à l'atelier. Et quand on voit, par exemple, des écarts de 1 degré de diamètre de tube, des choses comme ça, les écarts de comportement qu'il y a, c'est passionnant parce qu'on se rend compte qu'on peut devenir vraiment meilleur avec pas grand-chose parfois. Et l'idée, c'est vraiment ça, en fait. C'est que l'expérience client soit la meilleure possible. Donc, et moi, c'est ce qui me passionne vraiment dans mon métier. Tout le reste, c'est secondaire. Ça et la conception des vélos en elle-même. Ce dont on va parler après avec Léonard. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il y a une identité, Léon? Parce que c'est aussi le cas quand on est journaliste, mais on arrive toujours avec ses préférences, le terrain sur lequel on roule, son expérience technique, physique. Et est-ce que tous tes vélos se ressemblent à peu près? Ou est-ce que tu essaies de rouler à plein d'endroits pour découvrir ce qui se fait, découvrir d'autres approches du vélo? Alors, je regarde énormément la concurrence et les évolutions. Nous ne sommes pas bloqués par un système industriel qui impose de faire des séries, et si on s'est trompé, on ne peut plus recommencer. Donc en fait, on teste énormément. Notre équipe teste énormément. Nos coureurs testent énormément. Des géométries, ça leur plaît pas. C'est rare que ça leur plaise pas, mais on tente des choses, énormément de choses. Donc il y a un vrai ADN Léon. L'ADN Léon est ce qui symbolise vraiment la marque, c'est le centrage des masses, c'est-à-dire toujours être entre les roues de son vélo, et l'antéversion du bassin, c'est-à-dire un basculement du bassin vers l'avant pour charger un peu plus le poste de pilotage que sur toutes les autres marques que l'on peut essayer. C'est-à-dire qu'on est moins assis que sur les autres vélos, on va avoir une position un petit peu plus droite pour limiter le point mort au pédalage,
je rentre un peu dans la technique, Ouais, mais ça permet de vraiment pédaler un peu plus debout, un mouvement un peu plus naturel, et on limite beaucoup de problèmes de lombaire, de sciatique, de choses comme ça en l'occurrence, mais aussi on a des vélos qui permettent de mouliner, de relancer beaucoup plus fort, on travaille avec les groupes musculaires antérieurs, donc ça c'est un ADN propre que l'on retrouve sur tous les vélos, Léon. Tous les vélos, vraiment. Donc pour toi, la différence, elle va au-delà simplement du matériau que vous utilisez, qui est le titane, oui. C'est aussi toute la conception. Tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, le marché du cycle, il est vaste, il y a une offre qui est gigantesque parmi les marques, entre guillemets, traditionnelles. Comment est-ce que toi, tu arrives à renforcer cette niche ? Alors nous, on a déjà la chance que les industriels ne se mettent pas au titane. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est compliqué pour eux. Au jour d'aujourd'hui, fabriquer un cadre en carbone, c'est plus simple que de fabriquer un cadre en titane, c'est moins énergivore. On est limité aussi par le volume, donc les grandes marques font des volumes énormes et elles ne peuvent plus se remettre au titane, sauf à moins de faire des séries limitées comme de Rosa ou des choses comme ça. Donc, ils ne peuvent pas non plus aller dans des excentricités ou dans des demandes très particulières. Bah, c'est ça en fait. Alors après, on a vu quand même des choses évoluer, parce que quand on a lancé notre premier Semita avec une géométrie un peu poussée il y a 3 ans, on était présent au Rock d'Azur. On a eu de grandes marques, je ne citerai pas, de grandes marques suisses qui sont passées 6 fois sur le stand pour voir la géométrie du vélo, nous demander les déports de fourche, comment ça se faisait, ce que ça donnait sur le terrain, et puis bon, ben, 1 an après sortait on va dire une copie de la géométrie de ce fameux Semita, donc ça nous faisait doucement sourire. On nous a souvent dit que ça ne marcherait pas, déjà quand on a lancé Léon, quand on a lancé plein d'autres projets, mais pour l'instant ça marche, donc on continue. Félicitations. Vous avez pas mal communiqué là-dessus, mais quelle est votre manière de fonctionner pour ce qui concerne la production ? Alors la production, nous, elle est extrêmement limpide puisque c'est indiqué sur la première page de notre site internet, et on avait insisté auprès de tous les magazines quand on a lancé la marque. Vojo en a eu la primeur, a suivi d'autres. On commande nos tubes chez Timet à Calero en Californie. On les fait livrer chez HTC en Chine, à Shenzhen, qui assemble nos cadres, qui soude nos cadres. Cette usine, plus qu'une autre, parce qu'ils ont un grand savoir-faire dans la soudure titane. Ils font par exemple des clubs de golf pour une grande marque, ils font des moulinets de pêche pour une autre grande marque qui fait aussi des pièces de vélo, ils travaillent pour d'autres marques de cadres titane. Au jour d'aujourd'hui, on représente 70% du volume de l'usine, donc on a une place prépondérante pour eux. Il y a 30 soudeurs, donc il y a une capacité de réaction qui est énorme. Nous avons une salariée à temps plein à l'usine, et on loue une partie de l'usine pour stocker nos tubes que l'on commande en Californie. Question qui fâche, on ne pourrait pas faire la même chose en France ou en Belgique? Alors en fait, en Europe? Si, c'est quelque chose qui nous a hanté pendant longtemps. On avait commencé par le faire avec une entreprise qui s'appelait CMT à Annecy, mais le résultat était purement catastrophique. Au début, il y a eu un objectif qui était un objectif de prix, puisqu'en fait, quand on a créé Léon, on était en face de gens qui vendaient des cadres à 4 500 €, ce qui était beaucoup trop et complètement injustifié. Les taxes anti-dumping actuellement, les coûts de transport peuvent nous faire poser cette question d'essayer de rapatrier la construction en France. On y pense, on y réfléchit, c'est toujours sous le coude. Le problème, c'est que nous, pour construire nos cadres, on a besoin de 5 soudeurs tout de suite, maintenant, pour reprendre le volume et assurer le volume. La différence de prix sera quasiment inexistante, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on paye une taxe anti-dumping de 48%, et les frais de port sont devenus absolument énormes. Et la main-d'œuvre asiatique est devenue très très élevée en Chine, donc on n'est plus du tout... un Eldorado. Oui, c'est pas un Eldorado de fabrication. D'ailleurs, les grandes usines l'ont compris, elles quittent la Chine pour aller au Vietnam et aux Philippines. Donc il ne faut plus être en Chine pour fabriquer à bas coût. On pourrait fabriquer en France. Le problème, c'est essentiel, c'est de trouver les soudeurs. Donc c'est dans les cartons. D'accord, très bien. Voilà. Sans transition,
Là, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Léon, c'est sérieux parce que tout le reste existe grâce à Léon. Voilà, Léon, c'est la racine. Sauvage, c'est le petit frère. Et là, il y a le cousin geek qui arrive. Il y a Léonard. Oui. Parle-nous un petit peu de Léonard, parce que là, je t'avoue qu'on trépigne. Alors Léonard, c'est un gros projet extrêmement lourd en temps et en argent, puisqu'en fait on travaille avec Tom Sturdy de Sturdy Cycles depuis 1 an et demi maintenant sur le développement de vélos imprimés 3D en titane, avec des orientations différentes selon les marques, parce que Tom a commencé, et lui il a déjà bien défriché le terrain, mais les coûts sont très importants, donc il avait besoin de renfort financier, donc on est venu s'ajouter à son projet. Et en fait, on a testé énormément d'imprimantes, énormément de sociétés qui impriment. Et donc là, on a trouvé l'entreprise qui est vraiment top. Donc Léonard, l'idée, c'est de faire un vélo 100% européen. En France, on ne peut pas pour l'instant, parce qu'en fait, on n'a pas ce niveau d'imprimante en France, où on n'a pas trouvé l'équivalent, en tout cas en France, de cette imprimante qu'on a trouvée en Allemagne. Donc on va faire imprimer en Allemagne dans les médias. Bon, c'est une imprimante à quasiment 600 000 €, donc nous, on ne peut pas l'acheter dans l'immédiat, ça c'est clair. Tom a un grand savoir-faire dans l'impression 3D, dans la conception des pièces 3D, parce que c'est un ancien de chez Safran, donc qui a travaillé sur des pièces d'avion majeures et essentielles imprimées 3D, donc il a une connaissance qui fait de lui un master à ce niveau-là. Et je me suis allié il y a très peu de temps avec Robin Cogent de Cycle Petit Breton pour toute la partie carbone. Donc en fait, on va assembler tous les trois ensemble un vélo qui sera collé à Senones, dans les Vosges, donc ici à l'atelier, avec des pièces imprimées en Allemagne et des tubes réalisés en France chez Robin, qui seront faites à base de fibres carbone issues des chutes de chez Airbus. Donc, je ne suis pas persuadé que tout le monde voit exactement de quoi on parle. On parle de pièces donc, de titane imprimées en 3D qui vont faire les liens sur ce vélo, donc la douille de direction, le boîtier de pédalier, la jonction top-tube, tube de selle. Et entre toutes ces pièces de titane imprimées en 3D, il va y avoir des tubes en carbone. Qui sont collés. C'est ça. Les tubes en carbone vont être collés. Il y aura différents niveaux de rigidité dans les pièces, dans les tubes en carbone et dans les cols, pour que tout l'ensemble soit conçu pour le client, c'est-à-dire en fonction de son poids et sa pratique. La structure même des pièces, les épaisseurs de tubes, les cols seront différentes selon chaque personne. Donc en fait, on va aller vers un niveau de personnalisation qui au jour d'aujourd'hui n'existe pas. Tout est possible. Tout est possible, absolument tout est possible. Donc l'idée, c'est l'expérience ultime en fait. Donc notre gamme est déjà en partie construite. On peut déjà dire qu'il y aura un vélo de route, qu'il y aura un gravel, un vélo all-road et un VTT rigide dans l'immédiat. L'intérêt d'un vélo comme ça, c'est d'avoir un vélo absolument unique, absolument adapté à chaque pratiquant. Et pourquoi est-ce que les grandes marques ne font pas ça? Pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas plus? Alors là, on va rentrer dans un concept de construction qui permet une personnalisation vraiment ultime. Donc on n'aura pas d'équivalent en termes de personnalisation. Il y a le voisin de David qui démarre sa moto. On est dans l'atelier, donc si vous entendez des petits bruits, ne vous étonnez pas. Et donc l'idée c'est de personnaliser, je vais prendre l'exemple d'un concurrent comme le BMC Masterpiece par exemple, qui va être un futur concurrent, mais nous c'est d'aller un petit peu plus loin parce qu'on veut garder cette âme en titane, donc, et avec une personnalisation au moment de l'impression, donc on pourra mettre un nom, un prénom, un drapeau, n'importe quoi mis dans le relief de la pièce en elle-même. On pourra choisir un niveau de finition poli, mat, brut d'impression. L'idée c'est que pour le client expert,
quand ils montent sur le vélo, ils se disent c'est mon vélo. Instantanément, c'est mon vélo. Je retrouve tout de suite mes repères en taille. Mais ça va au-delà de la géométrie et de la propriété de un matériau. Là, c'est la conjonction de 3 matériaux. Ça va être le titane, ça va être le carbone et ça va être la colle. Oui. Et voilà, le titane a différentes propriétés. Le carbone, avec différents layouts, on peut pouvoir avoir différentes couches, différents tressages, on peut avoir encore différentes propriétés. Et la colle, donc un matériau que je ne connais pas vraiment, ça va encore ajouter quelque chose dans la balance pour avoir un mélange assez unique. Alors, c'est un mélange unique. Le résultat est juste magnifique. Vous les verrez bientôt. On revient à une production extrêmement souple, puisqu'en fait, à partir du moment où on a dessiné la pièce, c'est-à-dire qu'on a déterminé la géométrie du vélo, on lance l'impression et on va dire que 3 semaines après, le cadre est imprimé. Donc on revient à quelque chose d'extrêmement souple en termes de production. On a un très bon feedback de Léon au jour d'aujourd'hui, parce qu'on adapte les constructions de cadres en adaptant les diamètres de tubes. Donc on sait exactement ce qu'on cherche en rigidité pour tel projet. Mais on va pouvoir vraiment aller très très loin dans l'adaptabilité. La grosse différence qu'il va y avoir par exemple avec un cadre tout titane, c'est le poids, puisqu'en fait le set de manchons qu'on a imprimé, le premier set de manchons, donc il comprend la direction, le boîtier de pédalier, la jonction, tube de selle, tube supérieur et haut des haubans, les pattes arrière, plus le support de chariot de selle qui va être imprimé en 3D. Tout ça pèse 700 grammes. Donc on va, en ajoutant les tubes, on devrait être entre 900 grammes et 1000 grammes sur un cadre complet, alors qu'avec un cadre en titane, on est plutôt à 1600 grammes actuellement sur une taille équivalente. Donc on va gagner au moins 600 grammes sur un cadre. Tu nous as expliqué comment tu allais mettre ça en place, avec qui tu allais t'associer, mais comment est-ce que ça t'est monté à la tête? Comment est-ce que c'est né cette idée? On a vu d'ailleurs un projet similaire, tu as votre Atherton Bike qui est né avec Robot Bike. Oui. C'est ça? Oui. Donc c'est quelque chose des réalisations qui pourront être similaires dans la conception. C'est exactement ça. Comment est-ce que toi, ça t'est rentré dans la tête? Alors, je connais Robot Bike depuis longtemps, je connais Bastion aussi depuis très longtemps. Ouais, une marque australienne. Une marque australienne qui au jour d'aujourd'hui, vraiment pour moi, l'expérience ultime. Ce sont des vélos absolument magnifiques et qui permettent d'aller dans la personnalisation. Vraiment, pour moi, il n'y a pas plus haut dans la personnalisation. L'impression 3D apporte cette solution-là, surtout quand elle est maîtrisée. Le plus dur, c'est de trouver la personne qui dessine ces pièces justement, et avec Tom ça a été vraiment l'opportunité de trouver un expert, parce que lui s'est cassé les dents beaucoup au départ de son projet, et maintenant il avance très très fort, et il lance un pédalier, il lance une fourche imprimée 3D, une potence, enfin des combos, donc moi je crois énormément à l'impression 3D pour sa réactivité, pour la construction sur place, c'est-à-dire que le rêve un jour, c'est d'avoir l'imprimante à l'usine et puis d'imprimer le cadre quasiment devant le client, enfin j'exagère mais à peine, et de pouvoir tout faire en interne ici sur place sans être dépendant de qui que ce soit. Il y a tellement de possibilités, tellement d'idées, tellement de paramètres dans la conception, le choix des matériaux, et tu ajoutes à ça ensuite la géométrie, les composants. Comment tu fais pour pas t'y perdre? Comment est-ce que tu fais le tri entre les bonnes idées et celles qui sont une bonne idée, qui sont des bonnes idées que pendant 2 minutes, quoi. Les bonnes idées, on sait qu'elles sont bonnes déjà souvent quand on est critiqué par les concurrents, et aussi quand on tombe sur des personnes qui travaillent depuis quelque temps et qui sont complètement mordues. En l'occurrence, Tom Sturdy, les frères Atherton, puisque j'ai échangé avec eux, on retrouve vraiment tout l'intérêt, les frères Atherton, enfin la famille Atherton, parce qu'il y a une sœur aussi, la famille Atherton roule avec ses vélos en ce moment, et l'expérience est juste fabuleuse. Ça se passe très très bien. Donc on sait que le vélo fonctionne, on sait que le procédé fonctionne. Ils ont racheté Robot Bikes à l'époque. Ils ont fait une opération de crowdfunding il n'y a pas longtemps pour commencer à commercialiser leur vélo qui se passe plutôt bien. Et en fait, on sait que ça fonctionne. Donc maintenant, charge à nous de rapatrier tout sur place,
à un moment donné pour pouvoir lancer cette production. Mais on voit Bastion, c'est une réussite absolue, quoi. Ils livrent partout dans le monde. Actuellement, ils sont 14 salariés, donc ça c'est... moi je rêve de recréer de l'embauche locale, quoi. Donc on est ici dans une, comme je disais tout à l'heure, une ancienne cité, une vallée textile très sinistrée, et je rêve qu'un jour il y ait beaucoup de salariés ici et que l'usine fonctionne en autonomie totale. On ne serait dépendant que de l'achat de poudre de titane, et voilà. C'est de la poudre de titane qui permet d'imprimer. C'est de la poudre de titane 6-4. Oui, exactement, oui. Tu vas t'adresser à une clientèle très haut de gamme pour ces vélos-là. Léon, c'est déjà le cas. Oui. Donc, tu as des gens qui peuvent se permettre à peu près toutes les excentricités. Est-ce que tu as déjà dit oui à un projet, à une géométrie à laquelle tu ne croyais pas, simplement pour faire plaisir à ton client ? Jamais. Ça, c'est... j'ai refusé énormément de vélos, mais énormément. J'en refuse toutes les semaines, en fait. Toutes les semaines ? Toutes les semaines, oui. Ou quand on ne tombe pas d'accord sur une géométrie, ou un projet de vélo qui ne correspond pas à l'ADN de la marque, je fais pas, en fait. Léon restera une marque sportive, dans plein de registres, hein. Ça peut être faire une épreuve d'extrême bikepacking, ça peut être un triathlon, ça peut être une course de VTT, n'importe quoi, mais avec un ADN sportif toujours. Et Léonard restera toujours une marque aussi axée avec une notion de rendement. Et justement, l'intérêt de ce projet-là, c'est d'avoir le rendement, mais le confort aussi. C'est-à-dire, comme Léon, on a un très bon feedback là-dessus. On peut faire des vélos nerveux, mais avec des géométries relativement accessibles, parce que le client n'est pas souple et il n'est pas obligé de rentrer dans une géométrie compétition imposée par une marque. On fait des concessions sur certaines choses, mais pas sur tout, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on remarque, des gens qui ont souvent un fort pouvoir d'achat, qui vont pouvoir s'acheter le vélo le plus haut de gamme chez certaines marques, ils vont se retrouver avec des vélos de compétition qui ne sont parfois pas du tout adaptés à leur poids, à leur pratique, à leur bagage technique. Et c'est vrai que là, toi, tu peux apporter quelque chose. Après, il faut être capable d'en avoir conscience. Ce sont nos clients, Léon, actuellement. C'est-à-dire que on a des clients qui viennent de vélos extrêmement pointus, très exigeants, qui sont roulés par des professionnels pour qui ça va très bien, mais dès qu'on fait un 5e ou un 10e de leur kilométrage, ça va tout de suite nettement moins bien. Et donc ils se retrouvent parfois, on a beaucoup de vélos qui viennent avec 6 cm d'entretoit sous la potence. Bon, voilà, rien que ça, chez Léon, ça n'existe pas, par exemple. Donc, ou des vélos qui sont exigeants, qui demandent des watts. Donc nous, on s'adapte à ça. C'est-à-dire que le vélo ne sera jamais un vélo souple ou ce qu'on va appeler une merguez. Il faut que le vélo fonctionne toujours. L'expérience client, le vélo doit toujours fonctionner, c'est impératif chez Léon, et chez Léonard ça le sera encore plus. Donc on va prendre un créneau qui va effectivement être plus premium parce que le prix des vélos sera plus élevé, mais voilà, on garde ce créneau là. Tous les vélos qui sortent de l'atelier, on les trouve jolis, tous. Est-ce que tu as des réalisations qui te tiennent particulièrement à cœur ou dont tu es particulièrement fier ? En modèle ? En modèle ou en montage ? En montage, en fait, le premier projet abouti de Semita, qui restera un vélo marquant pour l'histoire Léon, et le Graal, qui est un vélo all-road, qui au jour d'aujourd'hui est un succès énorme dans la marque, puisque c'est presque un vélo sur 2 vendu. Donc le premier vélo all-road, on arrivait sur un segment où il y avait quasiment personne, quoi, en fait. Donc on s'est dit que plutôt que d'être que gravel pur et dur, un vélo performant capable de faire de la route et du gravel avec quelques solutions techniques, ça pouvait être une solution. Et le succès fait que on voit d'ailleurs beaucoup de marques qui nous suivent, donc ça c'est plutôt encourageant. Et puis j'aime toujours autant le Torrentibus, qui est notre semi-rigide de cross-country. Voilà, donc... J'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur le Semita. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est que ce vélo ? Alors, c'est un vélo de cross-country qui a évolué, puisqu'en fait, c'est un vélo qui n'aurait pas dû exister. C'est-à-dire qu'on a fait 2 prototypes qui sont attachés au fond de l'atelier, avec des systèmes de biellettes.
Et c'était une véritable catastrophe, en fait, ça fonctionnait pas du tout. On a roulé une dizaine de fois chaque cadre et on a dit, on arrête le projet, on le met à la poubelle. Et en fait, un soir, je décide de démonter les biellettes et je vais rouler avec le vélo. Et là, j'avais l'impression de ne pas avancer. Je rentre 3 coms, 17 records personnels sur Strava. Et je dis, finalement, les biellettes, c'était peut-être pas une bonne idée. C'est une espèce de Softail, il n'y a pas de point de pivot, il y a un petit amortisseur avec combien de débattements ? Alors là, on a 92 mm de débattement. Tu travailles sur le flex du titane ? On travaille sur le flex du titane. Donc le vélo est un vélo pur cross-country marathon, cross-country moderne, puisqu'on a fait des géométries très poussées. Vous l'avez essayé à l'époque dans une première approche. Le vélo a évolué quand même depuis, puisqu'en fait, on travaille avec des potences plus courtes que ce que l'on faisait à l'époque. On a aussi initié cette tendance des potences très courtes. Et donc, le vélo a évolué. Au jour d'aujourd'hui, c'est un vélo qu'on retrouve en compétition à haut niveau, puisqu'il est... J'allais y venir, parce qu'il roule en compétition avec toi, mais il y a eu, quelques années plus tard, une grande marque qui a sorti un projet assez similaire. Oui. C'était là où je voulais t'amener. Oui. Il y a Trek qui a sorti son Super Caliber, oui. qui fonctionne sur le même principe, en carbone cette fois-ci. C'est ça. Tu dois être fier quand comme ça sort un projet qui valide entre guillemets ton délire. C'est exactement ça, surtout qu'il y a 3 ans, on avait tous les gars de chez Trek qui étaient aussi sur le stand au Rock d'Azur, donc c'est assez amusant de voir des vélos comme ça qui arrivent. Après, le concept, il existe depuis très très longtemps, hein. Le concept du Softail, Lightspeed, il y a plus de 20 ans. Donc, on n'a fait que remettre au goût du jour quelque chose qui existait il y a longtemps, mais avec une différence majeure, en utilisant des diamètres de roues convaincants comme le 29 pouces, avec des géométries très modernes et surtout des amortisseurs qui fonctionnent. Donc là, en fait, la recette, elle fonctionne parce qu'on a tout ça. À l'époque, ces vélos-là étaient bien, mais c'était pas ultra convaincant. Maintenant, avec tous les éléments dont on dispose, on arrive à faire des vélos vraiment fous. Et donc, on est présent. C'est le vélo numéro 1 sur le classement Xterra mondial actuellement. Ouais. Et c'est ça qui fait la beauté de l'artisanat aussi, c'est de montrer ces échanges qu'il peut y avoir entre des majors, des artisans, des essais, des prototypes, des projets abandonnés. C'est ça qui fait un peu toute la beauté de l'industrie du cycle. L'exemple du Semita, par exemple, la dernière évolution, c'était il y a quelques mois. On a fait un travail spécifique sur l'amortisseur avec Royal Suspension qui est à Pont-à-Mousson, un petit clin d'œil à Arnaud. Et donc, en fait, on a travaillé pendant une journée complète sur cet amortisseur. On change les cales de compression, haute et basse de compression et de détente pour avoir un travail spécifique à l'amortisseur. Donc, et on a un squid lock qu'on achète chez Orbea, donc un blocage 3 positions qui permet d'avoir une position bloquée avec 15 mm de débattement à la roue arrière, une position intermédiaire et une position toute ouverte. Très bien. Question purement business, à quoi tient le succès d'une société comme la tienne ? C'est la personnalisation. Oui, alors il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est de la chance ou ce qu'on appelle le nez creux, mais arriver sur un marché qui n'existe plus à un moment T. Et en fait, parce qu'il faut bien savoir que quand Léon est arrivé sur le marché, Seven vendait 17 cadres par an. Donc je m'étais fixé 12 cadres la première année. On a commercialisé en février le premier cadre. Au mois de décembre, on avait vendu 68 cadres. Donc, il y avait clairement une attente avec plus personne en face. Donc, on est arrivé à un moment où les marques commençaient à augmenter les prix de leurs vélos. Les vélos étaient moroses, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et finalement, il y avait une attente il y avait un besoin de couleur, un besoin de custom, un besoin de... Voilà. Et je pense que c'est ça, en fait. La clé, c'est vraiment ça. Il y avait un manque. Il y avait juste un manque. Et je crois que c'est là. Au jour d'aujourd'hui, la réussite, c'est on s'est organisé, on a embauché du monde, on est présent sur beaucoup de créneaux et la marque est bien implantée. Et voilà, on a plus de 2700 Léon qui roulent au jour d'aujourd'hui. Donc en fait, je ne dis pas qu'on n'a plus besoin de faire de publicité, mais les vélos qui roulent font notre propre publicité, on a une certaine notoriété et en fait le commerce fonctionne presque tout seul, je le dis à mi-mot, mais...
Tu as quand même connu une période difficile ces derniers mois. Tu as réussi à faire une pirouette ou encore une fois avoir le nez creux pour acheter au bon moment. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment toi, tu as été amené à gérer une crise, la pénurie de matériel et de composants due à la pandémie de Covid ? Alors nous, on a beaucoup souffert l'année dernière, mais beaucoup, puisqu'en fait, on est en livraison directe des fournisseurs. Qu'est-ce que tu appelles livraison directe ? Alors livraison directe, Fox nous livre directement, on passe une commande, ils nous livrent. Donc avant, on commandait chez Fox, dans la semaine, on était livré. On commandait chez Shimano. Sur le stock courant, tu passes sur des grosses précommandes. Exactement, il n'y avait pas de commande. Nous, en fait, pour bien comprendre la taille de la marque, au jour d'aujourd'hui, Léon, c'est le plus gros des artisans et c'est le plus petit des industriels. Donc on est au milieu de nulle part. C'est-à-dire qu'on n'est pas une grande marque américaine qui achète 150 000 groupes et on n'est pas un artisan qui achète 25 ou 30 groupes. On se trouve vraiment entre les deux. On engage à peu près 600-700 groupes par an au jour d'aujourd'hui. Donc on est dans une espèce de trou d'air qui nous pose un problème parce qu'en fait on a du mal à s'approvisionner en direct et l'année dernière, sortie du premier confinement, on se rend compte que plus personne n'a plus rien parce qu'en fait l'Asie était fermée, nous avons fermé et il n'y a plus rien nulle part et les usines sont complètement désorganisées, tout le monde commande à fond partout et il y a des pièces qui sont stockées dans tous les magasins mais avec une mauvaise répartition du stock, ce qui est encore le cas aujourd'hui parce que des pièces, il y en a, c'est juste que les stocks sont mal répartis partout et une explosion de la demande alors que finalement le marché du vélo, quand on regarde les chiffres à fin d'année dernière, on est à plus 2, donc c'est pas du tout l'euphorie. Le marché électrique semble aussi se calmer de ce que je vois. Et donc, au mois de septembre, on en a un peu marre de souffrir et de se faire insulter parce que les clients n'ont pas pris encore la mesure de la pénurie. Donc nous sommes en pénurie, les artisans sont en pénurie, les magasins tombent en rupture, mais par contre les grandes marques sont toujours capables de livrer parce qu'elles sont sur leur stock, elles vivent sur leur stock. Donc jusque-là, c'est très compliqué pour nous parce qu'il faut expliquer aux clients une situation dont il n'entend pas parler. Ouais. Et à partir de la fin... Et un client qui s'attend à une prestation haut de gamme. Tout à fait. Donc les vélos qu'on devait livrer en février, on les livre en juillet. Donc là, on passe à des délais complètement monstrueux et c'est très difficile à expliquer. Mais les clients nous suivent et on les remercie encore 1000 fois. Et donc, fin d'année dernière, je décide de bloquer toutes les commandes de fin septembre jusqu'à décembre. Donc changer la manière d'approche. Oui, en disant si on veut sauver l'entreprise, on doit commander pour 2021. Oui, parce que là, c'est plus simplement trouver trois derrière, c'est sauver l'entreprise. C'est sauver l'entreprise. Clairement, il n'y a plus de pièces nulle part. On entend parler des grandes marques qui sont en train de tomber en rupture. Dès le mois de septembre, octobre, c'est une désorganisation mondiale. Explosion du fret parce qu'il y a une énorme tension sur le fret international. Donc, c'est triplé voire quadruplé et puis là on se dit il faut qu'on sauve l'entreprise et je commande pour toute l'année 2021. Donc j'estime des besoins complètement délirants. Je me dis on va commander, on va être les premiers à commander, donc on va avoir une grosse demande. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on livre nos clients parce qu'en fait, à partir du mois d'avril, on a commencé à recevoir nos commandes de fin de l'année dernière, alors que la plupart de nos confrères sont au jour d'aujourd'hui en rupture et vont livrer au mois de janvier, février ou mars l'année prochaine. Alors que nous, on reçoit nos groupes tous les mois depuis le mois d'avril et on est capable de livrer actuellement en 3 ou 4 mois quasiment tous nos vélos. Ouais, donc la réussite d'une entreprise, pour reprendre un petit peu la question que j'avais avant, c'est il faut avoir un petit côté géo trouve-tout, avoir un petit côté geek, avoir la mesure pour être capable de proposer une belle géométrie, mais après il faut quand même avoir un savoir-faire commercial pour s'adapter. Là, il fallait prendre des engagements. Je prends l'exemple de Campagnolo, on avait vendu 3 groupes Campagnolo en 5 ans. J'ai commandé 24 groupes au mois de novembre. Bon, c'est cette flexibilité, encore une fois, tout ça tourne autour de la personnalisation.
chacun peut se faire son propre vélo et donc décider de non, je ne mettrai pas un groupe Shimano, mais je vais basculer pour du Campagnolo et gagner 4 mois de plus sur mon vélo. Oui, alors on a cette souplesse-là aussi, c'est-à-dire que comme on n'est pas tenu, par exemple, je prends l'exemple des pneus, en ce moment il y a une pénurie de pneus absolue, on explique au client que ça ne sera pas peut-être telle marque, mais qu'on peut lui installer telle marque à la place, on ne va pas bloquer un vélo pour des pneus, mais la base elle est là, c'est-à-dire qu'on commence à avoir vraiment des fournisseurs sûrs, on a déterminé nos besoins et par exemple au jour d'aujourd'hui, depuis quelques mois, nos commandes sont passées pour 2022, donc on sait qu'en 2022 on va passer toute l'année sans aucun problème. Donc il faut anticiper, ça c'est nouveau pour nous, mais c'était une question de pérennité de l'entreprise. Et l'année dernière, on a commandé pour toute cette année. Et donc là, cette année, on vit, je ne vais pas dire confortablement, parce que le transport est toujours quand même extrêmement tendu. Et à l'heure actuelle, on négocie quasiment devant la soute de l'avion pour pouvoir charger les vélos ou sur les quais de voies de chemin de fer. Mais ça reste compliqué sur certains approvisionnements, mais on y arrive. On livre tout le monde. Donc c'est quand même bien. Est-ce qu'en 2022, on pourra monter sur un Léonard ? Oui. On va pouvoir monter sur un... Est-ce que tu sais, d'ailleurs, j'ai fait mes petites recherches, est-ce que tu sais que Léonard est une marque de vélo qui a existé ? Oui, comme Sauvage d'ailleurs. C'est vrai ? Oui. Donc moi j'ai vu l'histoire de Léonard, c'est un Italien qui allait faire des cadres de vélo de route au Québec. Oui. Et quelle est l'histoire de Sauvage ? Alors Sauvage, c'était une petite marque française, Sauvage le Jeune, et qui a perduré dans les années 50, 60, et puis qui est morte par elle-même en fait. Donc voilà, qui a disparu des écrans radars. Comme quoi, il y a toujours un héritage et ça Mais va oui, continuer. tout à fait, oui. Merci beaucoup David. Merci Paul. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur votejomag.com, au format papier sur Vojo Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.